Centre-ville de Ramallah. Lydia en est à son 8e mois de grossesse. Dans quelques semaines, elle et son mari auront leur 2e enfant. Comme toutes les futures mamans du monde, elle prépare avec enthousiasme l'arrivée de son bébé. J'ai déjà tout, mais je viens encore racheter des vêtements. Mais la grossesse de Lydia n'a rien de banal. Son mari est en prison en Israël depuis 12 ans, accusé de terrorisme. Et l'État hébreu interdit tout contact physique entre les époux pendant les visites. Vous l'auriez en taille 1 ? Lydia n'est pas la première femme de prisonnier palestinien à tomber enceinte. 3 bébés sont déjà nés clandestinement, une quinzaine d'autres grossesses sont en cours. Des grossesses qui n'ont rien de l'opération du Saint-Esprit. Nous voici dans le très sérieux centre médical Razan à Naplouse, spécialisé dans la fécondation in vitro. L'artisan de ces miracles, c'est lui, le docteur Salem Abou Kaisaran. Certains prisonniers palestiniens sont emprisonnés pour des peines très longues, parfois à vie, et leurs femmes les attendent. Quand ils sortiront, il sera trop tard pour qu'elles aient des enfants. Donc pour les aider, on a pensé à la procréation assistée par fécondation in vitro. Le problème, c'est d'avoir un échantillon de sperme. Dans les prisons israéliennes, les visites se font derrière une vitre. Les conjoints sont fouillés méthodiquement. Impossible d'échanger le moindre objet. Mais certains prisonniers palestiniens ont élaboré une technique secrète pour sortir leur sperme de prison. Un tour de passe-passe dont ils ne veulent pas parler devant une caméra. Une fois exfiltrés, les échantillons arrivent à la clinique où ils sont conservés comme un trésor de guerre, en attendant d'être inséminés. Ok. C'est de l'azote liquide. La température est à moins 196 degrés. C'est tellement froid que les échantillons sont préservés dans les meilleures conditions. Ils peuvent rester là pendant des années. Faire parvenir les échantillons jusqu'au centre médical relève du parcours du combattant et n'est pas sans risque pour les prisonniers palestiniens. On ne veut pas savoir comment la femme récupère les échantillons, mais c'est vraiment difficile. Et si les Israéliens les saisissent, ils vont les détruire et mettre les prisonniers à l'isolement. Ça s'est déjà produit d'après ce qu'on m'a dit. Le premier à avoir eu l'audace de passer outre l'interdiction, c'est le mari de Dalal. Derrière les barreaux depuis 16 ans, condamné à 27 peines de prison à vie pour des attentats. En août 2012 est né Mouhannad, le premier fils de prisonnier devenu la mascotte de la clinique. On l'appelle l'ambassadeur de la liberté. Je suis très heureuse. Après mes 2 premières filles, Mouhannad est un cadeau. Dalal a fait des émules. Les candidates à la fécondation in vitro sont nombreuses. Le docteur Abou Kaisaran reçoit des dizaines d'appels par semaine. Une success story face à laquelle l'État hébreu se dit sceptique. Pour l'administration pénitentiaire israélienne, ces histoires de grossesse miraculeuse sont un mythe. Dans le discours, tout est fait pour minimiser. Honnêtement, cela me semble assez fantaisiste. Du point de vue purement pratique, scientifique, cela me semble peu probable. Et si les femmes des prisonniers sont enceintes alors qu'elles n'ont eu aucun contact physique avec leur mari, il y a sûrement une explication, mais je me garderai d'en donner une. Faute de trouver une explication, les autorités israéliennes n'ont pour l'instant engagé aucune poursuite. Ce matin, Lydia a rendez-vous chez sa gynécologue pour une visite de routine. Bonjour docteur. Sur le plan médical, aucun problème. Mais dans une société islamique et conservatrice, les obstacles ne sont pas seulement scientifiques. Vous savez, mon mari est en prison. Donc c'est important d'expliquer aux gens comment je suis tombée enceinte. Depuis le tout début du processus, j'ai informé tout le monde. J'ai été très encouragée. Tout le monde est très heureux. Avant de se lancer dans une fécondation in vitro, Lydia a pris soin d'avertir sa famille, celle de son mari, mais aussi l'ensemble de son village. Elle est allée consulter l'autorité religieuse. Nous soutenons complètement ces familles. Il y a de nombreuses fatwas de différents courants qui disent que c'est autorisé, qu'il n'y a pas de problème.
Dans le village de Lydia, tout le monde se sent concerné par son histoire. Ici, les murs sont tapissés de portraits de prisonniers. Rares sont les familles qui n'ont pas un fils, un père ou un oncle dans une prison israélienne. Tous les mardis, Lydia participe à une manifestation pour la libération des prisonniers palestiniens. Ici, sa grossesse prend des allures de combat politique. Elle est interprétée comme un pied de nez aux autorités israéliennes, même si son mari doit rester en prison jusqu'en 2026. Sortir du sperme clandestinement, c'est très important. C'est un moyen de retrouver la liberté et de montrer que rien n'est impossible. Les prisonniers continuent à vivre, même si les autorités israéliennes essayent de les en empêcher. C'est un message pour la génération suivante. Rien ne les arrête, même pas la prison. Le fils de Farida, lui aussi, va devenir papa derrière les barreaux. Condamné à 15 ans de prison, son épouse est tombée enceinte par fécondation in vitro et c'est Farida qui a eu l'idée de cette grossesse. C'est même elle qui est allée récupérer l'échantillon de sperme à la prison. C'est vous qui êtes allée? Oui. Comment vous avez fait? Ça, c'est secret. Farida a eu 5 fils et une fille. Elle est déjà grand-mère, mais ce bébé qui arrive représente bien plus qu'un nouveau petit-fils. Quand mon fils a appris que sa femme était enceinte, c'est comme si une partie de son corps avait été libérée. Ça lui donne une raison de vivre. Les voisins de Farida avouent avoir été surpris par sa démarche avant de se rallier totalement à la cause. On est très heureux. C'est une victoire. C'est vraiment une bonne façon de retrouver de la liberté. Tous les prisonniers devraient faire pareil. Mon beau-frère est en prison à vie. Le problème, c'est qu'il est célibataire. S'il était marié, on pourrait essayer de faire la même chose. Ce matin, c'est le grand jour. Lydia vient de donner naissance à son deuxième enfant. Majda a à peine quelques heures. Il n'a encore aucune idée du symbole qu'il représente. Regarde comme il est beau. La naissance n'a plus rien d'un événement privé. J'aimerais tellement que ton père soit là. Dans la chambre, la famille de Lydia, mais aussi de nombreux journalistes venus rencontrer celui dont la seule existence est vécue comme un acte de résistance. C'est une sensation extraordinaire. Je ne peux pas la décrire. J'espère que toutes les femmes de prisonniers auront cette opportunité de tomber enceinte. C'est un sentiment indescriptible. Lydia n'a pas pu prévenir son mari. Elle espère qu'il apprendra la bonne nouvelle par la télévision. Farida, elle, attend avec impatience la naissance du prochain enfant héros. Et le vainqueur est... Il est palestinien, sort d'un camp de réfugiés de Gaza et l'été dernier, à 23 ans, il a remporté Arab Idol, l'équivalent de la nouvelle star, suivi par des dizaines de millions de personnes à travers tout le monde arabe. Permettez-moi de remercier le peuple palestinien, qui est le peuple qui résiste et le peuple pionnier. Des remerciements très politiques. Pendant tout le concours, il a alterné chansons d'amour et chansons très engagées. En finale, il a triomphé avec « Brandis ton kéfier ». Une chanson contre l'occupation israélienne. Symbole de la Palestine et de son leader historique, Yasser Arafat. Mohamed Assaf devient le héros national d'un État qui peine à exister et le Palestinien le plus célèbre du monde. Les Palestiniens n'avaient pas grand-chose à célébrer, maintenant, si. Ramallah dans les territoires occupés, la capitale de la Cisjordanie, aux portes de Jérusalem. 27 000 habitants, 27 000 fans de Mohamed Assaf. Quelques mois après sa victoire, l'Arab Idol est de retour ici pour donner un concert. Il habite aujourd'hui à Dubaï, contrat oblige. Où qu'il aille, sa popularité ne se dément pas. Et à l'hôtel où séjourne l'étoile de la chanson palestinienne, ses fans font la queue pour se prendre en photo avec leur idole. Beaucoup de filles, à qui il fait parfois un peu perdre la tête.
Allez Nancy, prends vite la photo, sinon je sais pas ce qui va m'arriver. Mais Mohamed n'est pas qu'un chanteur pour midinette. Il n'échappe jamais à la politique. Avec ses visiteurs, la star qui a grandi dans un camp de réfugiés à Gaza évoque l'histoire du peuple palestinien. Dans les écoles des Nations Unies où on étudiait, nous les réfugiés, la première chose qu'on nous apprenait, c'est d'où on venait. De quel village précisément. Si Dieu le veut, j'espère que nous aurons bientôt un État palestinien. Ton surnom c'est Abou Manal, c'est ça? Écoutez ma nouvelle chanson. Le chanteur rend heureux les Palestiniens, c'est son job. Et pourtant, il a failli ne pas participer au concours Arab Idol qui avait lieu au Liban. Franchir les frontières de Gaza est pratiquement impossible pour ses habitants. Il est pourtant parvenu à se rendre à Beyrouth. C'est ce qu'il nous explique après avoir changé de tenue. J'ai sauté par-dessus le mur de l'hôtel où il y avait les sélections. Mais les agents de sécurité m'ont arrêté. Je leur ai raconté mon histoire, à quel point j'avais souffert pour arriver. Ça les a émus et ils m'ont laissé entrer, en me disant que de toute façon, tous les candidats étaient déjà sélectionnés. Mais un des participants m'a dit « Prends ma place ». Les mots qu'il a utilisés sonnent toujours dans ma tête, je ne l'oublierai jamais. Il m'a dit « Tu vas arriver en finale ». Allez, on y va. On connaît la suite, un petit miracle pour un habitant de Gaza. La bande de Gaza, un petit bout de terrain de 41 km de long, coincé entre Israël et l'Égypte, où s'entassent près de 2 millions de Palestiniens. C'est ici que Mohamed a grandi, dans le camp de réfugiés de Khan Younes. Ici, on l'appelle la Roquette. Ça aurait dû plaire au Hamas qui contrôle le territoire. Mais les islamistes n'aiment pas que les portraits de leurs martyrs côtoient désormais les affiches de l'Arab Idol. Pour eux, ces chansons ne sont pas halal. La lambada résiste, mais c'est bien Mohamed Assaf le plus connu ici. Voici Mohamed Abou Jaber, un ami d'enfance de la star. Il est maintenant l'image de notre peuple. Les choses ont changé. Avant, c'était les martyrs, les victimes et la guerre qui étaient notre seule représentation. Il nous conduit à l'endroit le plus renommé de Gaza, la maison du chanteur. Le père de Mohamed nous reçoit dans son salon, transformé en chambre de groupie, en plus grand. Voici la mère du jeune prodige, très fière, mais inconsolable. Je voulais qu'il réussisse et qu'il remporte Arab Idol. Mais maintenant, ce que je désire plus que tout, c'est juste le voir. La famille est proche du Fatah et de l'autorité palestinienne, les frères ennemis des islamistes du Hamas qui ont mené la vie dure à Mohamed Assaf. L'année dernière, le chanteur a affirmé au quotidien anglais Le Guardian qu'il avait été arrêté 20 fois par la police qui voulait l'empêcher de chanter. C'était contraire aux valeurs de l'islam, selon eux. Mais aujourd'hui, la star, tout comme sa famille, ne veut plus en parler. Quand il est rentré à Gaza après sa victoire, des dizaines de milliers de Gazaouis l'ont fêté. Le plus grand rassemblement depuis le retour d'Arafat, ici, il y a 20 ans. Sauf que ce n'est pas un combattant qui est adulé, c'est un chanteur. De quoi rendre fou le Hamas. Mais aujourd'hui, devant l'immense popularité d'Assaf, les islamistes sont bien obligés d'adoucir leur discours. Je crois que tout ça a été un peu exagéré. Les gens ont vu l'émission comme un spectacle de danse avec des femmes nues. Et dans un endroit comme Gaza, la population est très conservatrice. Les gens pensent que ce n'est pas comme ça que la Palestine devrait être représentée. Il oublie juste de dire que ce sont eux, les islamistes du Hamas, qui ont vu et condamné Arab Idol de cette manière. Leurs grands rivaux l'ont bien compris, ils accueillent le héros à bras ouverts quelques jours après sa victoire. Le président palestinien Mahmoud Abbas le nomme ambassadeur de bonne volonté et lui donne un passeport diplomatique. Mohamed va pouvoir voyager partout. Incroyable cadeau pour un Gazaoui. Ramallah, 5 h du matin. Voici la Moukata, le siège du gouvernement palestinien. En ce jour de fête de l'Aïd, le diplomate est invité à venir prier à la mosquée avec le Premier ministre et tout le gratin palestinien.
Une visite quelque peu politique, même si le chanteur s'en défend. Le Hamas a été dur avec vous. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas parler de ça. Il sourit, mais c'est la fin de l'interview. Assaf ne veut plus parler de la guerre fratricide entre le Fatah et le Hamas. Alors nous sommes allés voir un responsable du Fatah pour avoir quelques réponses. Mohamed Assaf est une bonne recrue pour le Fatah ? Oui, bien évidemment, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Toute force politique ne peut que profiter d'un phénomène aussi fort que celui d'Assaf. J'appelle même à profiter de lui dans notre concurrence avec le Hamas, et aussi pour améliorer le contexte palestinien. En chantonnant, Mohamed part à Bethléem pour un concert privé. Aujourd'hui, il semble gêné par l'étiquette Fatah qui pourrait lui coller à la peau. Son ambition, plaire à tous, même au Hamas. Je le répète, Brandis ton kéfier, par exemple, c'est une chanson palestinienne et pas politique. Donne-moi une seule situation où je parle du Fatah ou du Hamas. Tu comprends ? Un simple chanteur donc, mais qui est devenu la voix des Palestiniens hors des frontières contrôlées de Gaza et de Cisjordanie. Jéricho, à l'est de la Cisjordanie. À quelques encablures de la ville, une vingtaine de pilotes sont venus de toute la Palestine pour participer à un rallye automobile. Au total, la Fédération palestinienne des sports automobiles, créée en 2008, organise 6 courses par an. Pourtant, elle ne possède pas de circuit officiel, faute de moyens. La course aura donc lieu sur le parking de cette caserne militaire. Dernière consigne du président de la fédération. Chaque équipe doit avoir sa glacière, ses sandwichs et une bâche pour protéger la voiture du soleil. Le pilote doit juste s'occuper de conduire. Merci d'être venu et un salut spécial à Mara, car c'est la seule fille à piloter aujourd'hui. La seule femme pilote, Mara Zaalka, 23 ans. Elle est considérée comme la femme la plus rapide de Palestine. Ça ne me fait pas peur d'être la seule fille aujourd'hui, bien sûr que non. J'aurais aimé que les autres filles viennent faire cette course, comme ça on aurait pu les battre ensemble, mais elles ne peuvent pas aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai toute seule. Mara n'est pas seule sur le circuit. Elle fait partie d'une équipe de filles, les Speed Sisters, 4 folles du volant, qui sont devenues des stars au Moyen-Orient. En quelques années, elles se sont transformées en symbole d'une autre Palestine. Les pilotes entrent en piste. Ils doivent effectuer un parcours en un temps limité. Les spectateurs sont venus de toute la région. C'est au tour de Mara d'effectuer ses derniers réglages avant l'adrénaline de la course. Mara Zaalka est la prochaine pilote. Elle vient de Jenin. On lui souhaite bonne chance. Fin du run, Mara est satisfaite. Sur le circuit, tous les pilotes la connaissent. Plus personne ne s'étonne de la présence d'une jeune femme. Les sarcasmes du début ont fait place au respect. Elle a beaucoup changé le regard des hommes ici. Je veux dire, c'est une excellente pilote. Personne ne peut le contester ou se moquer d'elle. D'ailleurs, elle finit toujours dans les 10 premiers. Et aujourd'hui, pas d'exception à la règle. Je suis 8e, ça va, je suis dans le top 10. Mara ajoute un trophée à sa collection. En 4 ans de course, elle en possède déjà 65. Nous la retrouvons quelques jours plus tard, direction Jenin, une ville très conservatrice située au nord. Mara y vit avec sa famille. Ici, son profil est atypique. Elle a commencé la conduite à l'âge de 11 ans, épaulée par sa mère, instructrice d'auto-école. Elle ne porte pas de voile et n'est pas mariée.
Vous savez, la course, c'est dans mes tripes, c'est un besoin vital. Ça n'est pas immoral ni contre la religion, mais si ma famille n'avait pas été là, je n'aurais pas eu le courage de continuer. Quand j'ai commencé, on disait que je faisais ça pour draguer des garçons. J'étais entourée d'au moins 70 pilotes dans les courses, mais ça n'était pas ça du tout. Moi, j'étais juste là pour poursuivre mon rêve de petite fille. Un rêve qui n'est pas à la portée de tous les Palestiniens. Depuis ses débuts en 2009, son père a déjà dépensé 100 000 € pour la soutenir. Elle s'entraîne 3 fois par semaine. Monte, assieds-toi devant. Aujourd'hui, c'est son petit frère Seif qui l'accompagne. Là encore, c'est système D. Il n'y a aucune piste d'entraînement en Palestine. Le matin, ici, c'est un marché aux légumes. C'est le seul endroit où je peux m'entraîner à Jenin. Mais bon, c'est pas très propre aujourd'hui. L'entraînement commence. C'est son petit frère qui dirige l'opération. Plus large, plus large. Les maraîchers n'en perdent pas une miette. Malgré les victoires qui s'accumulent et les records qui tombent, Mara et les autres Speed Sisters ne sont pas considérés comme un modèle par tout le monde en Palestine. Ici, le poids des traditions est lourd, surtout chez les dignitaires religieux. Nasser Siam est un cher respecté et écouté en Palestine. Pour lui, l'image des femmes est salie par Mara et ses amis. La course des femmes n'est pas permise pour plusieurs raisons. D'abord, la femme ne peut pas quitter sa maison sans voile et sans avoir une raison valable. Puis elle doit porter des vêtements religieux, pas un t-shirt ou un jean. Pour moi, les femmes qui font ça imitent le modèle occidental. Ce n'est pas dans notre tradition. Pour toutes les Speed Sisters, dépasser cette vision de la société a été le premier obstacle sur la route. Puis, il a fallu composer avec les obstacles du quotidien en Palestine. Nour Daoud habite Ramallah, où sa mère tient un magasin de luxe. Cette jeune fille de famille aisée est l'autre star des Speed Sisters. Grâce à sa double nationalité américaine, elle fait aujourd'hui des courses dans le monde entier, comme ici à Dubaï. Il y a beaucoup de mecs qui mettent en marche leur warning quand ils me voient. Ça veut dire « faisons la course ». Ou alors ils s'arrêtent carrément à ma hauteur et ils me disent « allez, on y va ». Contrairement à Mara, ce n'est pas grâce à sa mère que Nour a découvert les plaisirs de la conduite. Il y a 2 ans, pour se rendre à son travail à Jérusalem, elle doit passer le mur qui sépare la Cisjordanie et Israël. Pour gagner du temps, elle trouve une solution. J'avais des rendez-vous pour mon boulot et j'étais toujours en retard. Donc je slalomais entre les voitures et tout le monde me regardait en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là » J'allais en sens inverse. C'est pas drôle d'être coincé dans un checkpoint pendant des heures. Mais la manière dont je conduisais ma voiture a rendu ça agréable en un sens. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre goût à tout ça. J'avais l'impression que j'étais en pleine course contre la montre. Nour veut nous emmener dans l'endroit où elle s'entraînait, un parking situé à côté du mur. Désormais, le lieu a été condamné par les soldats israéliens pour raison de sécurité. Tous les problèmes qu'il y a ici en ce moment, c'est dans ce coin. Donc je ne suis pas sûre qu'on puisse y aller. À quelques centaines de mètres de son ancien terrain d'entraînement, l'actualité nous rattrape. Ils vont brûler tous ces pneus. Ils se les passent pour les brûler près du mur. Nous tombons en plein affrontement entre des jeunes Palestiniens et des soldats israéliens. Il y a des enfants qui jettent des pierres sur le checkpoint, sur les soldats israéliens. C'est ici que je voulais vous amener, mais c'est dangereux maintenant. Merde, il y a une grenade lacrymo qui est tombée derrière nous. C'est sous la voiture, j'aime pas ça. Il y a plein de fumée. Tout le monde est en train de flipper.
Malgré les épreuves sur le chemin, les Speed Sisters continuent à assouvir leur passion. La semaine prochaine, elles partiront en Jordanie pour participer à une course. Et il y a peu, un gros sponsor de boissons énergisantes les a contactés pour les représenter. 30 mai 2014, aux Maldives, c'est un jour historique pour la Palestine. Son équipe de foot se qualifie pour la Coupe d'Asie 2015 qui aura lieu en Australie. Mais ce n'est pas qu'une simple victoire sportive. Le terrain de foot, c'est l'un des rares endroits où la Palestine est reconnue en tant qu'État. En 1998, la FIFA lui a donné une existence officielle et les joueurs comptent bien profiter de leur qualification pour se faire entendre. C'est très important parce que le monde entier va voir la Palestine. Wadi El-Ness en Cisjordanie, loin des paillettes du jour de la qualification. C'est le village natal de Taoufik Ali, l'un des gardiens de but de l'équipe nationale. C'est même ici qu'il a fait ses premiers arrêts, mais pas sur une pelouse, sur du béton. J'ai commencé ici, sur ce bitume. Je me suis blessé de nombreuses fois, parce que c'est très dur. Ce n'est pas comme la pelouse, où c'est plus facile de jouer. Mais c'est ici que je vis. Et ici, c'est un héros, évidemment. Être membre de l'équipe nationale palestinienne, la consécration suprême pour ces footballeurs en herbe. Le village a donné 2 joueurs à la sélection nationale. Taoufik donc, et son oncle, Khader. Ils nous reçoivent chez eux. Dans l'équipe, nous sommes tous des frères. On s'aime beaucoup. On est très proches. On ne partira pas d'ici car notre pays est plus important. Certains joueurs disent avoir reçu des propositions de clubs étrangers, mais tous veulent continuer à jouer pour la Palestine, malgré les difficultés. Car s'entraîner ici, c'est comme vivre ici, sous occupation israélienne. C'est compliqué. Regardez, il y a une colonie là-bas. À cause de ça, on ne peut même pas avoir de stade. Et pourtant, notre équipe en aurait besoin. Aujourd'hui, on s'entraîne dans la cour de l'école. Dans quelques jours, ils partiront pour l'Australie et la Coupe d'Asie 2015. Derniers entraînements avant le départ, avec toujours les mêmes problèmes. Le bus des joueurs doit passer plusieurs checkpoints pour rallier Jéricho et le stade de foot à une 60aine de kilomètres de là. Nous, les athlètes, nous avons les mêmes difficultés que les autres Palestiniens. Par exemple, on ne peut pas se déplacer entre le sud et le nord de notre territoire. Si je me fais arrêter à un checkpoint, je dois montrer aux soldats ce permis et ma carte d'identité. Ils peuvent me dire que ce n'est pas valable. Aujourd'hui, le bus passe sans problème et les joueurs peuvent s'entraîner normalement. Sur le terrain, l'entraîneur parle foot et tactique de jeu. Tu fais des groupes de 2 avec un ballon par groupe. Mais aussi et toujours de politique. Sur les 16 équipes qui participent à la Coupe d'Asie, nous sommes la seule à représenter un pays sous occupation. Cela veut dire que notre responsabilité est plus grande. Nous devons prouver au monde que les Palestiniens sont capables de faire du sport malgré les conditions très difficiles. En Palestine, le foot n'est pas qu'une affaire de sport. La guerre fait aussi partie de la vie des joueurs. Aujourd'hui, l'un d'entre eux manque à l'appel. Ahmed El-Qatari, jeune espoir palestinien, mort lors des bombardements israéliens l'été dernier. Les autres joueurs venant de la bande de Gaza ont dû quitter l'enclave pour pouvoir rester en équipe nationale. Trop compliqué d'y entrer et d'en sortir. Alors, ils vivent loin de chez eux. Moi, je voudrais voir ma famille. On a réalisé le rêve des Palestiniens en se qualifiant. Mais mon rêve à moi, c'est de voir ma famille. La famille d'Abdelhamid est coincée à Gaza. Et lui, sans autorisation, ne peut plus s'y rendre sans risque d'y rester bloqué. Les problèmes politiques ne sont jamais bien loin. D'ailleurs, le grand chef du foot palestinien n'est autre que l'ancien monsieur sécurité de Yasser Arafat. Alors forcément, il parle un peu de sport. J'ai établi une stratégie.
promouvoir le sport en Palestine selon les règles et statuts internationaux. Le but était d'avoir des joueurs forts, professionnels, capables et qualifiés. Mais surtout, il martèle son message politique. Nous allons représenter la cause de notre peuple. Nos joueurs vont se battre avec la ferme volonté de gagner. Pour des raisons nationales et pour des raisons politiques. L'équipe est logée dans un hôtel en Cisjordanie. Pour limiter les déplacements et donc les checkpoints, les joueurs vivent ici, ensemble. Nous retrouvons Abdelhamid, le Gazaoui qui n'a pas vu sa famille depuis 2 ans. Salut maman, comment ça va? Ça va, tu pars quand? Mardi, si Dieu veut. Je te souhaite de réussir. Pour aller à Gaza, je dois passer par la Jordanie, puis l'Égypte, et c'est très compliqué. Il faut faire le tour du monde pour sortir ou entrer chez nous. Abdel, on va voir le président. Et après, on a une soirée officielle. C'est pas tous les jours qu'on a l'honneur d'être reçu à la Moukata. Ce soir, l'équipe est reçue à la Moukata, le siège de la présidence palestinienne. Mahmoud Abbas lui-même est venu les féliciter, avant même qu'ils n'aient joué leur premier match. Allez, on fait une photo. Le soir, une grande fête est organisée en leur honneur. On y trouve tout le gratin local. Sur scène, un autre symbole de la Palestine qui gagne. Mohamed Assaf, le vainqueur du télécrochet Arab Idol il y a 2 ans. Je voudrais qu'on applaudisse Mohamed Assaf. Autour des joueurs, de simples supporters et des membres de l'autorité palestinienne. Samer Maraba, lui, n'est pas à la fête. Attaquant de l'équipe nationale, il vient tout juste de sortir de prison, où il a passé 8 mois. Accusé d'avoir fricoté avec le Hamas, il s'est fait arrêter par Israël au retour d'un camp d'entraînement au Qatar. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont confisqué mon passeport et mon téléphone. Ils m'ont dit qu'ils me le rendraient quand je serais libéré, mais ils ne l'ont pas fait. Samer a demandé au ministère de l'Intérieur un nouveau passeport, en vain. Il ne partira pas en Australie, il restera bloqué du mauvais côté du mur. C'est le grand jour. La Palestine n'est pas un État, mais son équipe nationale va défendre son drapeau à 14 000 km de là. Premier match le 12 janvier face au Japon, un adversaire de taille. Mais pour une fois, l'adage a du sens. L'important pour eux, c'est de participer.